Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Jamais depuis la fin du premier trimestre de l'année scolaire 2016-2017, la jeunesse scolarisée des régions nord-ouest et sud-ouest du Cameroun n'aura véritablement connu la paix. Raison principale, le conflit qui prévaut dans cette partie anglophone du pays. À côté de la quasi-totalité des établissements du privé qui ont mis la clé sous le paillasson, se trouvent d'autres du public, principalement qui, malgré les effets pervers de la guerre, fonctionnent au gré du crépitement des armes, mais surtout, selon le mot d'ordre de Villemonte, institutionnalisé tous les lundis par les bandes des armées sécessionnistes qui sévissent dans cette partie du territoire. À cette double menace est venue se greffer une troisième, l'épidémie coronavirus. Comme leurs camarades des 8 régions francophones, les élèves du nord-ouest et du sud-ouest étaient appelés à reprendre les classes hier, non seulement dans cette zone où les armes se font encore entendre, mais aussi et surtout pendant la phase dite compliquée de la pandémie. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information qui vous sera présentée par Cédric. Nous faisons tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite le fait du jour. Reprise des classes dans le Nozo, le nord-ouest et le sud-ouest, entre guerre, Villemonte et Covid-19. Pour en parler, je suis en plateau à Douala avec, pour le moment, parce qu'on attend toujours le second panéliste, Maître Joseph-Claude Biliga. Bonsoir Maître et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir à tous les co-panélistes, ceux qui vont arriver, Oui. et ceux qui sont hors du studio. du studio. Distanciation sociale oblige. Naturellement, bonsoir à vous, Oui. ces gens-là, à vos techniciens, Oui. à vos milliers de téléspectateurs. Voilà, merci une fois de plus. Maître Joseph-Claude Biliga, comme toujours, va mouiller le maillot pour le RDPC. Voilà, on va donc on va dire bonsoir tout de suite à Raoul Lemopi. C'est un visage que vous connaissez déjà. Madame, monsieur, il est enseignant au lycée, enseignant de philosophie, au lycée de Nilon, Brazzaville, dans le 3e arrondissement de Douala. Il se revendique sur cette casquette comme syndicaliste. Bonsoir Raoul. Et actuellement, vous êtes à Yaoundé. Bonsoir Raoul, bienvenue, pas de plus. Bonsoir et bonsoir à vos nombreux téléspectateurs. Effectivement, je participe à cette émission depuis Yaoundé et je reviens de Belgique où j'ai fait un très long voyage. Je dis bonsoir à tous ceux qui nous regardent. Je voudrais aussi dire bonsoir à tous les autres co-panélistes. Voilà, Raoul, vous vous dites que vous êtes à Yaoundé, on ne vous a pas affecté entre-temps. Vous avez boycotté la rentrée d'hier. Comment vous retrouvez à Yaoundé alors que les classes ont recommencé hier? Vous enseignez la philosophie, donc forcément, vous avez des classes de terminale. Oui, effectivement, Serge, j'ai les classes de terminale, mais dans la programmation des enseignements, je suis supposé dispenser des enseignements à partir de demain. Car je reste au four au moulin de ce qui se passe à la place. Je viens de Bertois et j'ai aussi vu ce qui se passe là-bas. Je crois qu'on aura l'occasion de parler de ces choses. Voilà, on va donc commencer par ce que vous avez vu à Bertois hier. Comment les choses ont démarré de ce côté dans la région du Soleil Levant. Qu'est-ce que vous avez observé à Bertois hier? Alors, dans l'immense majorité, les choses ont démarré normalement, c'est-à-dire que à 7h30, c'était la prise en main des élèves. J'ai visité le lycée scientifique de Bertois, j'ai visité le lycée bilingue, j'ai visité le collège Terrestre, j'ai visité le collège Aventis. Je peux vous rassurer que les choses se sont déroulées sans anicroche. Les élèves sont arrivés, pour certains déjà dotés de leur max, pour d'autres ce sont les chefs d'établissement qui leur
les dispositifs sanitaires comme les gels alcooliques dans certains points de classe de la cour de récréation. Il y avait les bonbons d'eau. Et je peux quand même le dire, pour le répéter, que la désinfection des salles de classe s'est fait avec beaucoup de retard, et précisément au lycée de Kété, c'est dans la Damawa, c'est dans la KTI, pardon, à Batouri, où c'est lundi que les salles de classe ont été désinfectées, ce qui fait que la reprise des cours a, sans plus pour le dire, pensé à la manière voulue par le Premier ministre et les autres membres du gouvernement. On va discuter sur les revendications qui ont été faites par les syndicats pour essayer de voir, puisque dans certains établissements, plusieurs enseignants ont refusé, n'est-ce pas, de prendre part à cette danse macabre pour la simple et bonne raison qu'ils n'avaient pas reçu leur salaire du mois de mars, avril et de mai. Voilà brièvement ce que j'ai vu à Taïtoa et à Kété, au lycée de Kété, où certaines choses se sont déroulées. Voilà, Raoul Lomopi, comme je le disais, vous êtes syndicaliste et avant cette rentrée, vous avez adressé une correspondance au Premier ministre, chef du gouvernement. Vous aviez étalé, je crois, vous avez fait 8 propositions au gouvernement pour que les choses se passent dans les conditions, on peut dire, acceptables pour cette rentrée. Mais est-ce que, au regard de l'évolution des choses, vous êtes satisfait? Le gouvernement n'a accédé à aucune de vos demandes, pratiquement. Vous savez, la logique de ce gouvernement, c'est, si on veut, n'est-ce pas, la parodier de façon aussi simple, on dira que pour ce gouvernement, le chien aboie et la caravane passe. Et on se retrouvait dans cette situation. Je veux quand même vous rappeler que plusieurs établissements de la place, même en Douala, ont payé les enseignants vacataires le lundi, c'est-à-dire le jour de la rentrée du Renault. Il faut quand même dire, il y a dans les revendications qui ont été faites, certains qui ont trouvé partiellement solution, comme j'ai dit, certains ont payé les vacataires. Il faut aussi faire remarquer que les remarques et les discussions que nous faisons actuellement sur Equinox Télévision ont inspiré l'adoption d'un type de comportement. Je veux quand même faire remarquer que ce ne sont pas tous les élèves qui ont commencé ces cours. Ce sont les élèves des terminales. On va donc dire que le gouvernement a choisi la méthode erreur. Vous savez quand même qu'en termes d'effectifs, les classes de terminale ne sont pas des classes véritablement pléthoriques, et il s'est dit il faut évoluer avec prudence, commencer avec les terminales et jeudi et vendredi faire descendre les élèves de 3e et de première dans les stades. Ce qu'on va aussi dire pour le regretter, on se sera attendu quand même que la rigueur dans le transport, dans les transports communs soit de mise, parce que vous êtes sans ignorer, vous êtes un journaliste de qualité, vous êtes aussi un enquêteur. Vous avez vu comment les enfants sont transportés depuis lundi. Vous avez aussi vu dans quelles conditions, n'est-ce pas, hors des établissements scolaires, parce qu'il faut le dire, les cantines scolaires ont été fermées et maintenant c'est à qui mieux mieux. Donc, les établissements scolaires peuvent bien faire de réduire les risques de contamination. C'est le deuxième jour de classe. On va attendre quand tous ces gens vont reprendre les cours au même moment, ce qui va véritablement se passer. Mais point de vue, on peut le dire, même si les revendications ont été satisfaites partiellement, on ne peut pas quand même croire que les syndicats travaillent pour rien. Surtout que, Serge, il faut qu'on dise aussi à vos téléspectateurs que les révolutions et les luttes n'épousent pas les démarches spontanées. Il y a les cours qui ont repris, qui arrivent. À côté de cela, il y a les examens. Je crois quand même que le chemin est encore très long et la lutte continue.
Voilà, Raoul Lemopi, vous restez avec nous. Maître Joseph-Claude Biliga, vous êtes parent, vous avez vu, les cours ont repris hier. Quelle est votre première appréciation? La première appréciation, c'est déjà que les cours aient repris. Oui. Parce que c'était un défi que le gouvernement s'était lancé. C'était un défi? Oui, c'était un défi. Pourquoi? Parce que le gouvernement, si vous suivez bien, si vous suivez la communication gouvernementale, la date du 1er juin n'était pas une date fixe. Oui. Elle était susceptible d'être modifiée en tenant compte de l'évolution de la pandémie. Ça veut dire donc en réalité c'est un défi qui a été, je pourrais dire, relevé. Vous notez également que si au départ il était question que tout le monde, que tous les élèves, pratiquement dans la première communication initiale, c'était la rentrée pour tout le monde. Par la suite, on a dit non, seules les classes d'examen vont rentrer et vont reprendre. Et par la suite, on n'a pas fait une reprise le même jour. Oui. Donc il y a donc une sorte de prudence en réalité. On y allait comme sur les œufs pour dire en réalité que le gouvernement n'y est pas allé, je veux dire, sans prendre des précautions. Alors maintenant, on peut toujours dire qu'on a pris toutes les précautions, mais rien n'empêche qu'il puisse avoir, malgré toutes les précautions qu'on peut prendre, quelques hicks, notamment ce que le syndicaliste vient d'évoquer, au travers des transports. Parce qu'il est quand même difficile aujourd'hui de régler véritablement ce problème de transport en commun au Cameroun. Au début, on avait dit qu'il fallait espacer même dans les bus, même dans les taxis, même lorsqu'on espaçait, ça ne fallait pas 1 mètre de distanciation. Ouais. Donc je veux dire que ce qui est important, il me semble, c'est toujours de prendre les autres mesures de sécurité, c'est-à-dire de protection, les masques, se laver les mains et éternuer au niveau du coude si cela est nécessaire, etc. Donc je pense que même si on ne peut pas régler le problème de distanciation dans les transports en commun, on essaie de le régler à travers, on essaie de régler le problème de limiter l'expansion de cette maladie à travers l'observation des autres mesures, notamment se laver les mains, mettre le masque. Voilà, je reste avec vous, donc on va rentrer dans ce qui nous réunit ce soir. Maître Biliga, aux enfants du nord-ouest et du sud-ouest, voilà une rentrée, mais à côté des deux menaces qui sont là depuis 2017, il faut le dire, il y a une troisième qui s'est ajoutée, Covid-19. C'est-à-dire qu'il y a la guerre, et hier, ça coïncidait avec le lundi de ville morte, et il y a le Covid qui plane au-dessus. Oui. C'est difficile là, pour cette partie du Cameroun. Oui, bien sûr que c'est difficile, et c'est dommage. C'est difficile et c'est dommage. Pourquoi? Parce qu'en réalité, je l'ai très souvent dit, quelles que soient les circonstances, le droit à l'enseignement, le droit à l'éducation doit être préservé. Même lorsque Nelson Mandela, lorsque Steve Biko, surtout Steve Biko, parce que Nelson Mandela était encore en prison, lorsqu'en 1976, Steve Biko mène cette grève contre, dans le domaine éducatif. La Bantu Education. C'était pas pour refuser d'aller à l'école, mais c'était pour avoir une bonne éducation, parce qu'il disait qu'il ne faut pas qu'on fasse une éducation au rabais aux Noirs en Afrique du Sud. Vous connaissez l'histoire qu'on appelle, vous connaissez la suite, les massacres de Chaperville. Et Langa. Voilà, ils ont été tués, massacrés, etc. Ils ont été massacrés parce qu'ils voulaient aller à l'école. C'est-à-dire parce qu'ils voulaient une bonne école. Et moi, je pense que ceux qui ont, pour des raisons politiques, pensent qu'il faut que leurs revendications soient entendues, doivent se mettre en tête qu'ils doivent permettre aux enfants d'aller à l'école. Les enfants n'ont rien à voir dans leur guerre politique. Donc ces enfants ne doivent pas être des sacrifiés de l'école. Ils doivent aller à l'école parce qu'en réalité, on aura besoin de ces enfants demain, même si jamais, par extraordinaire, ces parties du Cameroun devenaient, entre guillemets, indépendantes. Donc on ne peut pas dire qu'on se révolte, on se rebelle parce qu'on estime que les Camerounais d'expression française, donc des francophones, prennent des postes, même dans la zone anglo-saxonne, et en même temps empêcher aux enfants qui doivent prendre la relève
de pouvoir apprendre. Maintenant, je pense que l'une des raisons qui devait également, je veux dire, tout à l'heure vous avez évoqué la deuxième menace, celle de la Covid, elle devait plutôt... La troisième, parce que hier, les trois étaient ensemble. Oui. Il y a la guerre d'abord, Et comme la reprise des classes tombait avec un lundi, oui. le ville morte, Oui. et il y a aussi Covid-19. Oui, je dis donc que ce que je viens de dire pour le droit à l'éducation englobe les deux éléments, c'est-à-dire les villes mortes, et la guerre. mais également la guerre. Oui. Donc, la guerre ne doit pas être un frein à l'école. Parce que lorsque vous regardez la guerre même en Irak ou en Syrie, les gens ont continué à aller à l'école. Il y avait des zones qui sont un peu considérées comme des zones sacrées. L'hôpital, l'école, où on ne doit pas tirer, où on ne doit pas lancer les bombes. Donc, quelle que soit la rigueur de la guerre, ces zones sont des zones sacrées où on doit pouvoir continuer. Donc, je suis donc maintenant, s'agissant du troisième élément, le Covid, il devait plutôt permettre qu'il y a ce que je peux appeler un cessez-le-feu. C'est-à-dire que même lorsque vous êtes en train de bagarrer, de faire la guerre entre vos deux frères, lorsqu'un ennemi arrive, vous oubliez d'abord le conflit entre vous, vous combattez l'ennemi. Donc moi je pensais que au lieu d'être un élément de frein supplémentaire pour que nos enfants aillent à l'école, ça devait plutôt être un élément qui permettrait aux enfants d'aller à l'école, dans ce sens que ceux qui ont pris les armes contre la République devaient se mettre en tête qu'aujourd'hui qu'on a une autre menace, un autre ennemi qui est un ennemi commun, qui ne choisit pas qu'on soit du nord-ouest, du sud-ouest, qu'on soit entre guillemets abazonien ou qu'on soit de la République du Cameroun, cette menace-là devait pouvoir, je veux dire, pas menace, puisqu'elle est effective, cette guerre, cette maladie, cette pandémie devait nous amener plutôt à être soudés et à regarder tous dans la même direction, quitte à ce que après qu'on revienne dans nos guerres plus ou moins inutiles. Et même dans ce cas-là, j'insiste dessus, cela ne doit pas affecter la vie des élèves. Raoul Mopi, comme je l'ai dit, on entame l'émission. Depuis le premier trimestre de l'année 2016-2017, les élèves des régions nord-ouest et sud-ouest ont de sérieux soucis avec leur scolarisation. Mais on sait que depuis le deuxième trimestre de cette année scolaire 2016-2017, au Cameroun, c'est toujours des reprises à deux vitesses. Dans la partie anglophone, les choses ont du mal très souvent à démarrer. Cette année, pour cette reprise-ci, celle d'hier, il y a un troisième élément qui s'est ajouté. À côté de ce qui est connu là-bas, il y a la guerre, il y a lundi, c'est les villes mortes, il y a Covid-19 qui s'est ajouté. Votre appréciation sur cette rangée à deux vitesses? Il faut le dire, Serge, le problème que vous posez est un problème vraiment important et nous sommes justement dans une situation sérieuse. Je crois que le maître Biliga a commencé à éplucher cette situation. Il a commencé à éplucher cette situation. Je suis d'avis avec lui que les luttes politiques, n'est-ce pas, sont au principe de la déstructuration de l'école. Si on admet que la guerre dans le Nozo est intimement liée, n'est-ce pas, à des questions politiques. Et si le problème est politique, il n'y a que les acteurs politiques qui doivent s'asseoir pour discuter de ces questions. Mais si d'un côté et d'autre part, je suis aussi d'avis qu'on ne peut pas utiliser l'école, n'est-ce pas, comme un élément de lutte politique. Mais je mets quand même un bémol. Parce que celui qui détient, n'est-ce pas, les mallettes du pouvoir et qui a tous les moyens pour discuter avec d'autres personnes devrait prendre le problème au sérieux. Disons-nous quand même les vérités. Si depuis 4 ans, nos frères des régions anglophones vadrouillent dans la République, on peut donc déjà se demander quelle est la perception que ceux qui dirigent le Cameroun ont de la politique. La politique, n'est-ce pas, comme l'a administré une cité. Et si la question perdure, je veux dire quand même sans méchanceté que le premier ennemi, à l'heure, on va prouver le contraire, le premier ennemi de l'école
au Cameroun aujourd'hui, c'est le système en place. Le système en place est contre l'école. Le système en place ne veut pas l'école. Je veux rappeler quelque chose qui est simple. La France, pour parler d'elle, a fermé ses établissements scolaires au Cameroun avant l'État du Cameroun. Le Cameroun a choisi d'ouvrir ses établissements scolaires alors que, face au même problème, la France a maintenu ses établissements scolaires fermés. Les esprits malins, parce que les enfants des pontes du là, eux, ils sont à la vie. Et le reste de la populace, n'est-ce pas, est exposé les mains nues contre le virus. Ce que nous voulons par là dire, que lorsqu'un régime prend à bras le corps les questions de l'école, les différentes façons d'aborder les problèmes qui peuvent avoir un impact sur l'école, ces manières-là, n'est-ce pas, sont à peu près policiers. En fait, nous sommes convaincus à l'heure actuelle que si nos frères du Nozo ne vont pas à l'école, il faut de ramener ces enfants à l'école. On ne va plus faire ici le bilan ou bien l'impact, n'est-ce pas, de la fermeture des établissements scolaires dans les régions anglophones. Pour mon simple lycée, le lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, en 2 ans, c'est-à-dire ces 2 dernières années, nous avons eu à accueillir au bas mot 1500 à 2000 élèves. Moi, je crois que la situation était suffisamment sérieuse pour qu'on ne vienne pas y ajouter celle du coronavirus. Et à partir de ce moment, l'école est doublement et peut-être triplement fragilisée. Parce qu'on voit le nozo, on voit le Covid. Mais il faut vous demander ce qui se passe aussi dans l'Est profond. Ce qui se passe, n'est-ce pas, à l'extrême nord. Mais voyez-vous, les élèves, n'est-ce pas, s'asseyent sur les morceaux de bois, les troncs d'arbres. Là où, par exemple, d'autres se gargarient à recevoir des milliards pour s'acheter des véhicules de prestige. Quand nous disons que le régime en place, le système en place, doit repenser son rapport à l'école, nous avons plusieurs indicateurs. Le statut particulier des enseignants n'est pas signé. La redéfinition même de ce qu'il faut entendre par l'école n'est pas, n'est-ce pas, mise à jour. Il faut dire qu'on s'accorde sur un minimum pour refaire notre manière d'appréhender l'école. On se demande même simplement, qu'est-ce qu'une école? Qu'est-ce qu'un élève? À quoi doit ressembler l'établissement scolaire? Voilà les questions basiques. Et si on répond à ces questions, et si on pose l'école comme un outil de développement, moi je reste convaincu que la manière dont on va gérer l'école au Cameroun va changer. Il n'est plus question qu'on se trouve dans une situation bizarre où on envoie les enfants des gens à la vindicte populaire et qui, malgré les cris de détresse, n'est-ce pas, ceux qui le font restent sourds. Nous, par exemple, qui allons descendre dans l'arène à partir de demain, nous ne le faisons pas de gaieté de cœur. Mais Maître Biliga a dit quelque chose. Moi, je cautionne, je partage ce qu'il dit. Donc, les enfants, on va dire, bon voilà, ils doivent suivre des enseignements. C'est vrai. Mais et ceux qui dispensent ces enseignements, quelle est la perception qu'on... C'est toute la question. Et c'est aussi ça qui donne ça syndical, de manière à ce que on doit clairement poser les problèmes et attendre de l'autorité qu'il y prête une oreille attentive, de manière que le contrat professionnel, n'est-ce pas, soit une sorte de prolongement du contrat social qui lie les citoyens, n'est-ce pas, entre eux. Voilà ce que je peux dire pour l'instant. Voilà, Maître Biliga, pour le syndicaliste, l'enseignant syndicaliste Raoul Mopi, le système actuel est contre l'école. Parce qu'au regard de tout ce qui s'est dit, que l'État, vous-même vous l'avez dit, il y a quand même eu rentrée hier, malgré tout ce qui s'est dit, l'État persiste ici, les enfants devaient reprendre l'école hier, et ils ont repris l'école. Oui.
Je pense que M. Lemosio est dans son rôle. C'est un syndicaliste, c'est un revendicateur. Je pense que demain, si par hasard, demain, un autre gouvernement arrive, c'est le SDF ou quelqu'un d'autre, j'ai la conviction qu'il sera toujours dans la même tendance, c'est-à-dire chercher à ce que ça s'améliore. Je pense que cela doit être l'attitude de tout le monde. Pas forcément de critiquer, mais de chercher à s'améliorer. Là, il y a beaucoup de choses sur lesquelles je ne voudrais peut-être pas revenir, mais je tiens quand même à dire une ou deux choses. La première, c'est sur la recherche de la paix. On peut tout dire, mais personne ne peut nier que le gouvernement a quand même posé des actes allant dans le sens de la recherche de la paix. Vous vous souvenez très bien ici que bien que temps de RDPC, j'avais tenu parfois des propos ici qui tendaient à dire qu'il faut qu'on aille au dialogue. Et qu'il n'y a pas eu de dialogue, peut-être pour cette raison qu'il y a eu ce qu'il y a pu avoir à un moment donné. Mais aujourd'hui, personne ne peut dire que le gouvernement n'a pas tendu la main, que le gouvernement n'a pas posé des actes tendant à favoriser le dialogue dans le nord-ouest et le sud-ouest. Et tout à l'heure, il m'est arrivé, c'est pas peut-être parce que je regardais sur Internet, j'ai vu les photos du président Aïdjo sur les timbres autres, ça circulait tout à l'heure. Oui. Et je me suis souvenu de ce qu'il avait dit dans un autre domaine, mais qu'on peut essayer de paraphraser ici. Il disait, il n'y a pas de développement sans la volonté de développement, sans la participation de tous et de chacun à l'effort national de développement. Il n'y a pas de développement sans la volonté de développement, sans la participation de tous et de chacun à l'effort national de développement. Pour paraphraser, je dirais, il n'y a pas de paix sans la volonté de paix, oui, sans la participation de tous et de chacun à cet effort de paix. Je dis, lorsque on regarde le chemin parcouru depuis que ces problèmes de guerre ont commencé, la guerre dans le Nozo, et j'aimerais savoir, comme ils disent, quelle est la démarche ou bien quels sont les actes posés par ceux de nos frères qui ont pris les armes en faveur de la paix. Il y a eu quelques personnes lors du grand dialogue national, par exemple, qui ont déposé les armes. Ils ont été assassinés quand ils sont rentrés. Il y a un ou deux qui ont été assassinés. Récemment encore, le maire, qui est une élite de Manfé, est parti pour répondre à l'appel à la paix parce que ses compatriotes avaient prétendu qu'ils voulaient déposer les armes. Il est parti, il s'est fait tuer. Presley Odion. Ouais. Donc je pense que c'est des actes qui sont des actes graves et qu'eux seuls, lorsqu'on y ajoute par exemple Ayafor, Florence Ayafor et d'autres personnes encore qui ont été tuées tout simplement du fait qu'ils ont voulu la paix, on ne peut pas aujourd'hui incriminer le gouvernement et le dire, pour moi, c'est tout simplement politique. Et on doit cesser à un moment donné de faire de la nécro-politique, c'est-à-dire la politique basée sur les morts. On laisse les morts tranquilles, on laisse la guerre tranquille, on fait une politique saine. La deuxième chose que je voudrais dire, c'est que la critique est facile. Hein. Moi, ce matin, j'étais avec lui, monsieur Lemosio, nous étions sur une radio, lui il était à Berthois à ce moment-là. Oui, oui, Raoul Lemompi. Et Raoul, moi j'étais à et j'ai cité un exemple. J'ai dit que il y a quelques années, j'étais au niveau de la Bretagne en France, donc entre Brest et Rennes, dans cette zone-là. Et j'étais avec un de mes jeunes frères et je me suis rendu compte qu'il y avait une voiture, les enfants étaient amassés au bord de la route. Et ils attendaient un car pour les transporter pour aller à l'école. C'est la question que j'ai posée à mon frère, mais ils font quoi là? Il me dit non. Ici, on a fermé beaucoup d'écoles parce qu'il n'y a pas suffisamment d'élèves pour pouvoir animer des salles de classe. Donc on les regroupe, on les transporte pour les amener dans des villages voisins où il y a un peu plus de population pour faire l'école. C'est des faits réels, c'est la France. Elle est plus développée que nous. Aujourd'hui, dites-moi un seul village. Certes, j'ai suivi hier un reportage, on disait que les gens font 7 km pour aller à l'école, mais c'est de plus en plus rare. Aujourd'hui, pratiquement dans tous les villages, on essaie de mettre une classe. Non, ils font 2 jours pour aller 75 km. Non, pour aller à l'école? Non. Non, pas pour aller à l'école. Non, je parle de l'école. Moi, je parle de sur Equinox? Non, c'est pas sur Equinox, c'est pas. Mais j'ai suivi un secteur. C'est-à-dire qu'en réalité, aujourd'hui, l'école a été rapprochée de tout le monde. Ce matin, j'ai pris cet exemple. Nous avions 3 lycées à Douala. Le lycée Dios, le lycée des jeunes filles, le lycée technique de Koumassi, à l'époque c'est comment de Douala,
Et quelques temps après, on a créé le lycée polyvalent Bonabéry avec la coopération canadienne. Il y avait 2 CES. Le CES qui était à bord de CEG et TC Boulandombe, aujourd'hui lycée technique de Boulandombe, et le CETIF qui est ici devenu le lycée technique d'Aqua. Voilà ce qu'il y avait comme établissement aujourd'hui. Mais ça allait pendant ce temps-là... Ça allait avec la population. Non, oui, mais lorsque vous faites le ratio entre la population qu'il y avait à l'époque, ce matin, je crois que j'étais avec quelqu'un sur le plateau qui disait on était peut-être 10 ou 11 millions, on est 23 aujourd'hui. Voilà. Vous multipliez le nombre d'établissements par rapport au nombre de la population, vous vous rendez compte qu'il y a une explosion au niveau de l'éducation. C'est des faits réels. Donc on peut dire n'importe quoi. On nous dit parfois, oui, il se trouve qu'on crée sur du papier, mais on ne construit pas. Généralement, c'est à la demande des parents, la plupart du temps, qui veulent quand même qu'on puisse construire. Parce que quoi? Un petit comme dont je suis originaire. Les enfants partaient des villages pour aller habiter, pour aller faire le CES. En Dôme, pour aller habiter chez des gens. Ils s'étaient transformés pratiquement en esclaves, entre guillemets. Quand vous aviez votre BPC, vous deviez aller à Edea. Oui. Pour construire. Chef-lieu du département. Aujourd'hui, il y a les lycées partout. Il y a des CES partout. Les lycées aujourd'hui ne sont pas les lycées à milliards. Parce que du temps du ministre Ngona Bidias, donc Bidia Sangon, on avait créé des lycées, un à Bafia, un autre à Yabassi, et l'autre à Fumban. Celui de Yabassi a été transformé en université, l'Institut supérieur des sciences aéronautiques, parce qu'en fait, c'est les lycées de milliards. Et le problème s'est posé. Faut-il construire des lycées en milliards ou bien faut-il construire des petits lycées avec 2, 3, 4, 5 classes qui vont se construire au fur et à mesure pour permettre au grand nombre de venir aller à l'école sans avoir à faire des dizaines de kilomètres pour aller à l'école. Voilà des faits qui sont réels. Je ne suis pas enseignant, mais j'ai été président de parents d'élèves dans une école privée à Bonamoussadi, l'une des plus grandes d'ailleurs à l'époque. Je ne peux pas le dire, c'est peut-être que ce sera la publicité, mais si vous me permettez, le groupe scolaire WAPO. J'ai été pendant 4 ans président de parents d'élèves. Et les parents demandent pour l'éducation de leurs enfants à sortir de l'argent de leur poche. J'étais également parent d'élèves au lycée de Maképé, membre du bureau de trucs. Ça veut dire que l'APE, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les parents sont soucieux de l'avenir de leurs enfants. Et un parent qui peut dire aujourd'hui que l'éducation au Cameroun est nulle, pour moi, je dis, c'est pas normal. On doit s'améliorer. On doit s'améliorer. Ça, c'est vrai. Des salles de classe de 120, 130 élèves, c'est pas bon. C'est pas bon. Nous, on a été chez le lycée de Nebel. Nous n'étions pas aussi nombreux, même en seconde, en première, en terminale. Mais aujourd'hui, faut-il laisser les enfants ne pas aller à l'école parce que les salles sont pleines pour qu'ils aillent vadrouiller dehors? Ou faut-il ajouter une chaise, un banc, pour que cet enfant qui n'aurait pas pu aller à l'école, s'il n'était pas allé à l'école publique, aller à l'école de l'État, n'aurait jamais fait l'école? C'est des questions que le système éducatif, que ceux qui dirigent l'éducation ici au Cameroun se posent. Maître Biliga, lorsque vous écoutez attentivement Raoul Lemopi, pour ce qui est du nord-ouest et du sud-ouest, il jette l'anathème sur l'État pour la résolution du conflit. On trouve que ce troisième élément qui est la pandémie Covid-19 est un peu de trop. Mais j'ai répondu tout à l'heure. Est-ce que les âmes continuent de crépiter là-bas? Est-ce que ça n'ajoute pas au traumatisme des enfants dans cette région du Cameroun? Nous parlons de deux choses différentes. Oui. Le traumatisme des armes, la guerre, le traumatisme qui s'ajoute, bien la guerre, je veux dire le Covid qui s'ajoute au traumatisme. Contrairement à leurs camarades des zones francophones qui n'ont que le Covid. Mais la question est celle-ci, la faute à qui? La faute à qui? Je voudrais demander à le monsieur qui me cite un seul pays sur cette terre qui a accepté de gaieté de cœur d'être dépiécé, d'être dépossédé d'une partie de son territoire. Il n'y en a pas. Je dis de gaieté de cœur. Les États-Unis avaient la guerre de sécession que vous connaissez très bien, qui a fait des milliers de morts. Et je tiens à indiquer que les États-Unis, c'est ce qu'on appelait à l'époque une sorte de territoire de colonie de peuplement.
de l'Angleterre en réalité. Oui. Parce qu'en réalité, les Blancs ne sont pas originaires de l'Amérique. Ils sont venus de l'Espagne, Oui. ils sont venus de l'Angleterre essentiellement, de la Grande-Bretagne et autres, pour aller trouver les Indiens, et par la suite, ils ont amené les Noirs dans le cadre de l'esclavage pour faire ce pays. Donc il n'y a pas de lien forcément de sang, comme vous et moi, nous avons de lien parce que nous sommes bantous. Mais comprenez que malgré cela, les Blancs, je veux dire l'Amérique, les dirigeants des États de l'époque, n'ont pas accepté qu'il y ait une sécession. Donc il n'y a pas un seul pays. Je donne 2, 3, 4 exemples en Afrique. Des sécessions qui n'ont pas pu avoir lieu. La plus connue de nous tous, c'est celle du Biafra. Mais il y a celle de Cabinda. Vous ne savez peut-être pas, moi j'étais presque à 2 pas de Cabinda, j'étais à Pointe-Noire. La première fois, c'est en 91, si je me trompe. Cabinda est entre guillemets, Zaïre, l'ancien Zaïre et le Congo. Donc il n'y a même pas une frontière directe avec l'Angola. Or, Cabinda appartient à l'Angola. Et les Angolais sont prêts à mourir pour le Cabinda. Vous rappelez qu'il y a eu, il n'y a pas très longtemps, une coupe d'Afrique africaine où il y a eu des en morts. 2010 Voilà, en 2010. C'est pour dire quoi? Je vous donne cet exemple. Je vous donnerai l'exemple de la Casamance. Je vous donne l'exemple du Maroc avec le Sahara occidental. Avec la Marche verte, où le roi Hassan II... Le Front Polisario. Le Front Polisario, c'est un peu comme on peut dire l'Amazonie, c'est-à-dire les gens, voilà. le groupe des Amazoniens. Je veux dire, voilà des cas où chaque pays veut rester uni. Et c'est pour cette raison que je dis que, même si au départ on a pu receler des délais au niveau du gouvernement camerounais, à tort ou à travers, à tort ou à raison, je veux dire, à tort ou à raison, peut-être que... il n'avait peut-être pas une bonne appréhension du problème anglophone. Aujourd'hui, à travers les différents actes qui ont été posés, la création de la commission de bilinguisme, la création de la commission de désarmement et de mobilisation, etc., l'introduction de... Mais malgré tout ça, les armes continuent de climiter. Mais tout simplement parce que les armes... Je vous ai dit tout à l'heure, je récite le président Ahidjo. Il ne peut pas avoir de développement sans la volonté de développement. Il ne peut pas avoir de paix sans la volonté de paix. Oui. Ce que je reproche à monsieur et les messieurs, c'est de dire que c'est le gouvernement qui ne veut pas la paix. À un moment donné, soyons quand même honnêtes et disons les choses telles qu'elles sont. Oui, peut-être que le gouvernement, au début, a peut-être traîné les pas, mais le gouvernement a pris les choses en main. Et ne vous fiez pas au nombre de coups de fil, d'armes. Si quelqu'un vient nous braquer ici, nous sommes 20 ou 5 avec une arme, il peut bien nous braquer. C'est pas, vous comprenez. C'est-à-dire que ce n'est pas le nombre ou le capitement des armes qui détermine le nombre de personnes mécontentes. La preuve, c'est qu'il vient de dire que pour le lycée technique, enfin pour le lycée de Nilong à Douala, il y a eu 2000 personnes qui viennent du nord ou du sud-ouest. Ça veut dire que les parents de ces enfants-là sont conscients du fait que leurs enfants doivent aller à l'école et ne sont pas d'accord avec ce qui empêche les enfants d'aller à l'école. Parce que si ils étaient d'accord, ils ne les enverraient pas à l'école. Ils diraient, ok, c'est notre effort de guerre. Comme nous croyons que nous sommes sous la domination des francophones et que nous voulons notre indépendance, nous sacrifions nos enfants, ils vont pas aller à l'école, c'est notre participation, comme je dis, notre effort de guerre. Mais le fait pour ces personnes-là de partir de cette zone-là pour venir faire l'école dans les zones sécurisées, ça veut dire qu'en fait, ils ne sont pas d'accord avec le truc. Et il ne faut pas qu'il y ait beaucoup de personnes pour créer la psychose. Il suffit simplement d'une seule personne, ou de 2 ou de 3, qui ont des armes et ils peuvent donc terrorisés. Et lorsque vous suivez l'histoire du Nord-Ouest, vous voyez bien qu'il y a plusieurs fois où des comités de défense sont organisés pour aller attaquer les sécessionnistes. Ça veut dire qu'en réalité, si aujourd'hui on faisait, je m'aventure peut-être dangereusement sur un chemin, mais si aujourd'hui on faisait ce que je peux appeler une sorte de l'élection ou de vote, vous verrez bien que... Du référendum vous verrez bien que il n'y aurait pas, je doute fort que les sécessionnistes soient majoritaires dans les régions nord ou du sud-ouest. Nous savons qu'il y a 3 catégories de personnes. Il y a ce qu'on appelle ceux qui sont pour la République, qui sont l'État unitaire, décentralisé. Il y a ceux qui pensent qu'il faut faire la fédération et ceux qui pensent que, quel que soit ce qu'on va leur donner, je dis bien, quel que soit ce qu'on va leur donner, tant qu'il n'y a pas la sécession, quand on n'aura pas donné leur indépendance, ils ne seront jamais contents. Ces personnes-là, si elles ont les moyens d'avoir les armes, vont continuer à terroriser les populations. Mais il y a une frange de la population qui pense qu'il faut négocier avec tout le monde. Pour ces personnes-là, le grand dialogue convoqué l'année dernière,
Les armes continuent de crépiter, des têtes tombent. Vous avez cité le cas de Florence Ayafor, c'était après le grand dialogue. On pense que des personnes ont été exclues de ce grand dialogue. Voilà pourquoi les résultats sont ce qu'on a aujourd'hui. Le dialogue ne se fait pas seulement dans le cadre formel, tel qu'il a été fait dans le cadre du grand dialogue. Parce qu'en réalité, vous noterez qu'il est impossible que tout le monde puisse être dans le grand dialogue. J'aime généralement dire aux gens, oui, il faut appeler tous les Camerounais, on doit pouvoir dialoguer. C'est impossible. On va dire que même en Suisse, où la démocratie participative est assez élevée, il est impossible de réunir dans une salle 22 millions de Camerounais. Elle est nécessairement représentative. C'est-à-dire qu'il y a nécessairement des personnes qui représentent d'autres personnes qui vont aller parler en leur nom plus ou moins. Les syndicalistes le savent. Généralement, ils vont dans les négociations. Quand ils rentrent, ils sont désavoués par leur base. Donc le problème se pose en ce moment-là de savoir quelles sont les personnes qui doivent être celles représentatives. Peut-être que le gouvernement a pensé que ceux qui sont repentis la dernière fois, oui, on avait les noms des généraux, etc., qu'on a vu lors de grand dialogue. On a vu un là qui a beaucoup parlé, oui, qui a été applaudi. Quand il a parlé, moi je suivais les larmes coulaient de mes yeux, je me disais, même si le grand dialogue s'arrête là aujourd'hui, ce que ce monsieur a dit, ce que ce jeune homme a dit, est largement suffisant pour comprendre le problème qui est dans le nord-ouest et le sud-ouest. Okay. Mais ça n'a pas empêché que l'autre continue à finir. Je terminais par là en disant ceci. Il ne faut pas non plus se fier au fait qu'il y a toujours des morts, ou il y a toujours les armes. Il y a ce qu'on appelle l'industrie de la guerre. Elle existe. C'est-à-dire, lorsqu'il y a des conflits, il y a des gens qui profitent de ce conflit pour se faire un fonds de commerce et pour lequel, lorsque la guerre finit, ils ne sont pas, ça ne les avantage pas. Ils ont donc intérêt à ce que cela soit. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe là-bas. Et je terminais, peut-être que j'ai dit que je terminais cette fois-ci, en disant ceci. Je ne crois pas un seul instant que si la solution au conflit du nord-ouest et du sud-ouest était la libération de certains de nos compatriotes, certains qui ont pris les armes et que nous avons vu, certains parlent, que cette libération était la solution, je doute fort qu'on n'ait pas prise, que le gouvernement ait jusqu'à ce jour refusé de la prendre. Okay. Le gouvernement a les éléments que ni vous ni moi nous n'avons. Le président de la République est la personne la plus informée du Cameroun. Donc lorsque, à un certain moment, on prend certaines décisions, je le disais ce matin encore, donnons le bénéfice de l'intelligence à ceux qui prennent des décisions, qui les prennent parfois d'une manière que certains ne comprennent pas, mais qui par la suite arrivent à comprendre qu'ils avaient des éléments... Parfois on a comme l'impression qu'on ne veut pas écouter. Hein. Les syndicalistes ont fait des propositions mais les syndicalistes n'ont pas... du revers de la main. Ils s'appuient, hein. C'est eux qui enseignent. Ils d'un taux de couverture de plus de 80% qu'on pouvait passer aux examens. On va d'abord écouter Raoul Lemopi. Je rappelle, madame, monsieur, que nous avons convié à ce débat un représentant du mouvement pour la renaissance du Cameroun, Fa Elvis Taillon, et un autre journaliste, Prince Joël Mukage. Vous allez le constater vous-même. Dites-moi, Raoul Lemopi, cette situation, le Covid vient s'ajouter à ce que les élèves du nord-ouest et du sud-ouest soient déjà assez traumatisés comme ça par ce qui se passe chez eux depuis bientôt 4 ans. Est-ce que c'est du 2 poids, 2 mesures? Est-ce que l'école est véritablement sacrifiée de ce côté-là? Pour faire simple. Alors Serge, ça me permettre de définir un peu sur ce que Maître Beliga vient de dire. En fait, je crois, disons la vérité à nos auditeurs, à nos téléspectateurs. Maître, ne faisons pas la confusion entre la quantité et la qualité. Aïdjo a eu justement à construire des établissements scolaires. Vous avez dit qu'il y avait 3 dans la ville de Douala. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a un pléthore. Même maintenant, questionnez-vous sur la qualité de ces établissements scolaires. Moi, je crois que la quantité ne devrait pas être confondue avec la qualité. Ou, si vous voulez qu'on dise les choses clairement, la qualité doit accompagner la quantité. Ce que l'État fait par rapport à l'école maître, je vais vous dire la vérité. L'État fait comme Ponce Pilate. Il se lave les mains. En vérité, il crée les établissements scolaires et il laisse la charge de la construction aux parents. Je crois quand même que si on est dans un contexte de pauvreté et de chômage généralisé, il devient malsain de demander à ceux qu'on a appauvris de venir construire les salles de classe.
Regardez un peu le lycée bilingue de Dillon-Brazzaville. De la fondation, n'est-ce pas, les parents qui ont entièrement construit. Et comme si cela ne suffisait pas, on leur demande de payer des sommes astronomiques dans le cadre de l'APE. Disons aussi les choses clairement. Les parents construisent les établissements scolaires. Où est l'État? L'État a purement et simplement démissionné. Ayez le courage de le dire. Vous avez dit qu'il y a les établissements à Douala un peu partout. Je vais m'amuser en vous révélant quelque chose. Il y a un lycée dans l'arrondissement de Douala 6. Je crois que c'est Manoka. Ce lycée a à peine 150 ou 200 élèves. Bon, les chiffres qu'on nous donne, si la réalité c'est peut-être moins. 150 ou 200 élèves, il y a à peine 10 Camerounais, vous pouvez vérifier. Vous ne voyez pas que dans un État sérieux, l'État mobilise plutôt ses ressources humaines. Je veux parler des enseignants pour servir une cause, une population qui est en majorité étrangère au Cameroun. Raoul Mopi. Raoul Mopi, je vous en prie, je veux qu'on reste dans le sujet. Nous parlons du nord-ouest et du sud-ouest. Et cette triple menace. Oui, c'était pour finir avec cela. Pour dire simplement que voilà un lycée qu'on crée, peut-être pour 10 élèves, 10 nationaux, alors que simplement, si le lycée Jos avait toi, on aurait fait facile de prendre ces 6 ou 10 élèves, les ramener au lycée Jos et leur donner, n'est-ce pas, des chambres qui vivent et qui suivent les cours normalement. On aurait gagné, n'est-ce pas? Parce que ce qui se passe aujourd'hui, il y a même un gaspillage des ressources humaines. Peut-être l'occasion va nous permettre d'étudier ces choses. Alors, parlant du nord-ouest et du sud-ouest, moi j'ai comme l'impression simplement que nos frères du nord-ouest et du sud-ouest, ces enfants-là, ils sont vraiment des malchanceux. Je me demande ce qu'ils ont fait de mal pour se retrouver comme ça en train d'être trimballés de gauche à droite. Pourquoi on ne prend pas des résolutions fortes pour résoudre ce problème? Les leaders politiques se sont exprimés sur la question. Vous avez parlé du MRC. Je peux parler du PCRN. Nous pouvons parler de l'UPC ou bien du Manidem. Tous ces politiques sont assis et ont fait des propositions dont le fond commun à toutes ces propositions était un véritable dialogue national. Et quand il parle de véritable dialogue national, on proposait que ce qui s'est passé à Yaoundé n'était qu'une sinécure. Moi, je dis aussi que dans une question difficile à admettre, celle par exemple où les élèves se retrouvent en train, n'est-ce pas, de partir d'un point à un autre parce qu'on n'a pas pu résoudre des problèmes qu'on a soi-même posés. J'ai suivi les leaders politiques s'exprimer sur la question. On assiste donc à quelque chose de très grave. Nos petits frères et nos petites sœurs qui se sont déplacés pour se retrouver, n'est-ce pas? Oui, Raoul de Pompier, vous vouliez réagir à la suite de Raoul? Oui, pour dire une chose. Mais, monsieur Raoul, vous avez là, je veux dire, votre malchance, c'est que j'ai été président du comité de suivi du budget d'investissement public pour l'Ouvoury. Voilà, on va revenir. C'est important. Je vous dirai par rapport à l'école. Voilà, on va revenir après le journal parce qu'il est déjà là, Cédric Noufélé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain. Ce soir, nous parlerons encore de la reprise des cours en évoquant les réalités vécues dans les zones reculées, dans le Mbamekim, là où plusieurs établissements scolaires crient leur mal-être. Ils n'ont pas de dispositifs techniques et autres équipements pour faire face au risque élevé de contamination au Covid-19. Vous verrez ces images surprenantes dans le journal de 20h. Et nous évoquerons également ce soir une enquête exclusive d'Equinox Télévision sur le sort réservé au journaliste Samuel Ouazizi, journaliste d'expression anglaise, qui a été arrêté en juillet-août 2019 à Boya, dans la région du sud-ouest, accusé d'avoir critiqué le gouvernement sur la gestion de la crise anglophone et d'être en intelligence avec des groupes séparatistes. L'on est sans nouvelles depuis près de 10 mois sur la vie et le sort réservé à ce journaliste. Ses avocats font le point dans le journal de 20h et nous viendrons évoquer une information exclusive
Equinox Télévision. Nous évoquerons également ce soir le deuxième épisode d'une série de grands reportages inaugurés dans le sud profond du Cameroun. Après le parcours de combattants effectué sur la route qui mène au village Minkan, vous découvrirez ce soir le quotidien ô combien difficile des populations sans services sociaux de base, sans accès à l'électricité continue, sans eau courante. Comment vivent-elles au quotidien? Quels sont leurs espoirs? Quelles sont leurs réalités? Nous en parlerons ce soir. Sajala. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie. Equinox Soir, ne ratez surtout pas la suite de ces reportages, de ces grands reportages de Marcelin Gransop dans le sud profond. Il vous l'a dit, Cédric Nouffelé, c'est à découvrir tout à l'heure dans le 20h qu'il va présenter une fois de plus pour vous. Nous, on va se retrouver après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités. Retour sur le plateau Equinox Soir, deuxième partie consacrée au débrief du journal, madame, monsieur. Si vous nous rejoignez à l'instant, nous sommes toujours en compagnie de maître Joseph-Claude Bilega et Raoul Lemopi depuis Yaoundé, enseignant de philosophie au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville. Nous sommes dans le 3e arrondissement de Douala et nous a rejoint sur ce plateau Prince Joël Moukage. Bienvenue une fois de plus, il est journaliste. Maître Joseph-Claude Bilega, vous avez suivi cette autre sortie du professeur Maurice Kamto. Il croit savoir qu'il y a un certain nombre de choses qui se préparent. Oui, excusez-moi, je vais peut-être revenir légèrement en arrière en disant ceci à monsieur l'émotion. Non, on va revenir. On va y revenir. Oui, on va y revenir. Ok, merci. Je voudrais dire que lorsqu'on veut être démocrate, on doit pouvoir être prêt à appliquer la démocratie. La démocratie, c'est le gouvernement de la majorité. La majorité dans notre système découle des élections. Elles peuvent être bonnes, elles peuvent ne pas être bonnes, mais dès lors que les élections sont actées, que le Conseil constitutionnel, comme dans le cas d'espèce, et ce n'est pas au professeur que je l'apprends, a rendu sa sentence, cela c'est comme un dogme. On se prépare aux prochaines élections. On n'a pas à donner des ordres à ceux qui sont au pouvoir. On donne des idées, on peut gueuler, on peut dire n'importe quoi, mais on ne peut pas donner une injonction en leur disant « vous n'allez pas faire ceci ». Pas du tout, dans un système démocratique. C'est pour cette raison que dans un pays comme la Grande-Bretagne, il y a ce qu'on appelle les pseudo-cabinets. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un cabinet qui est exactement constitué comme le cabinet principal, mais qui a pour but dans chaque domaine des finances, domaine SDF a un peu emprunté ce système-là. Oui. C'est-à-dire, et c'est leur travail. C'est pour se préparer à travers des avis qu'ils donnent, à travers des interventions, le peuple se dit, mais ces gens-là, ils peuvent mieux faire que ceux qui sont au pouvoir. Et lorsque les élections arrivent, on les fait partir. La deuxième chose que je voudrais faire, ce que je voudrais dire également, c'est que quand je parle de démocratie, je parle également de loi. Ce n'est pas au professeur que j'apprends de la nature que d'avoir une constitution et qu'il a eu à défendre à certains endroits devant l'Assemblée nationale, et que cette constitution donne d'une manière claire et précise comment la dévolution successorale est faite au Cameroun. Il faut noter qu'avant l'arrivée du président Paul Biya au pouvoir, donc en 1975, il est nommé Premier ministre, mais sans droit de succession. En 1979, il est nommé Premier ministre avec droit de succession. C'est sur cette base que lorsque le président Aïdjo s'en va, il devient président de la République. Lorsqu'il est, après le coup d'État, puisque quand il devient président de la République, c'est le Premier ministre Bello Boba Magari qui devient Premier ministre à ce moment-là. Après, il est remplacé par Yann Luc, qui devient Premier ministre par intérim. La Constitution est modifiée. La Constitution, celle que nous avons en cours aujourd'hui, est plus démocratique, puisqu'il n'y a plus de dauphin. Cette Constitution voudrait que, lorsque le président de la République, pour une raison ou pour une autre, ne peut plus exercer une vacance, ça peut être l'empêchement, peut être la mort, ça peut être comment je peux dire ça, une démission ou d'empêchement définitif constaté par la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel. Il y a le président du Sénat qui assure l'intérim. Il organise les élections
pour une période, je crois, de 120 jours. L'élection où il n'est pas candidat. Où il n'est pas candidat, il ne peut pas modifier la Constitution. Il ne peut même pas modifier le gouvernement. Il est vrai, il y a une petite modification qui dit que, sauf si c'est vraiment nécessaire. Donc, en réalité, c'est ce schéma qui doit être considéré comme étant le schéma classique. C'est-à-dire que on peut donc s'attendre aujourd'hui, pour ceux qui ont commencé, qui ont annoncé la mort du président de la République, plusieurs fois, ils ont écrit même au ministre en France pour dire que le président de la République ne vit pas. L'ambassadeur est venu faire semblant de s'adresser au président de la République. Donc on doit savoir qu'en réalité, si aujourd'hui cela arrivait, qu'il y avait un empêchement, eux ne peuvent pas participer aux élections. Ils ne peuvent pas participer aux élections, pas du fait de la Constitution, je veux dire, pas forcément du fait des lois relatives aux élections, mais de la Constitution même, qui détermine comment l'élection est faite. Et je dis que pour être candidat, vous le savez très bien, il faut avoir au moins un élu à l'Assemblée nationale. On va dire un élu, que ce soit l'Assemblée nationale, le Sénat, le conseil municipal ou le conseil régional lorsqu'il aura lieu, ou avoir 300 candidats, 300 signatures, donc 30 par région, d'une manière bien précise. Donc je dis donc que lorsqu'on n'entre pas dans ce schéma-là, je suis poli, le reste peut être considéré comme de la gesticulation tout simplement. Okay. Donc c'est tout ce que je voulais dire par rapport à ça. Et je termine, et par où j'ai commencé en disant ceci. Si nous partons donc du principe qu'on est en démocratie, et que c'est ceux qui ont été élus, en attendant que ça change, qui gouvernent, ils peuvent donc, si cela est nécessaire, modifier faire proposition de loi ou portant modification de la Constitution sans que cela ne soit motif à débat. C'est-à-dire ils le font et ceux qui pensent qu'ils ne doivent pas être, ils ne sont pas d'accord, peuvent faire campagne contre le vote. Parce que dans le cas d'espèce, on ne peut pas parler en aucun moment aujourd'hui du Cameroun de ce qu'on appelle de gré à gré. Il ne peut pas avoir de gré à gré puisqu'on passe nécessairement par les élections. Ok. Voilà, je vais faire une seconde précision. Nous avons invité ce soir Fa Elvis Taillon, qu'on devait avoir via Skype, depuis Buea. Deuxième chose, pendant le journal, nous avons saisi la cellule de communication du MRC pour le littoral pour nous envoyer un représentant, parce que ce sujet devait être inscrit dans le débrief du journal. Nous n'avons toujours pas eu de représentant du MRC. La précision valait la peine. Non, on va d'abord écouter Raoul Lemopi. Raoul Lemopi, cette sortie du professeur Maurice Kamto, oui, on soupçonne comme ça le gouvernement de manœuvrer pour une organisation d'une présidentielle anticipée. Pour le professeur Maurice Kamto, il ne peut pas avoir d'élection populaire sans que le problème du Nord-Ouest et du Sud-Ouest soit résolu, ainsi qu'un code électoral consensuel. Votre réaction? Alors, merci Serge, je vais repasser la parole. J'ai écouté Maître Biliga, je pense que ce qu'il a dit est clair et c'est là d'autant plus clair si on se trouve dans un état normal. Parce que le pacte social qui crée la République, tout simplement, décrit par la même occasion des mécanismes institutionnels d'attribution du pouvoir. Dans un pays démocratique, c'est clairement connu que les éléments du jeu, n'est-ce pas, doivent être définis et surtout de manière consensuelle. Ce qui se passe au Cameroun doit nous amener à se demander s'il n'y a pas un fort soupçon des principes démocratiques que les Camerounais eux-mêmes ont librement choisis. Et si on rentre dans l'histoire du Cameroun, on peut soupçonner. On a des réels soucis avec Raoul Lemopi, le temps que la technique essaye de revoir ça. Je prie Joël Moukage pour ce qui se passe actuellement. Le professeur Maurice Kamto dit pas d'élection populaire sans que la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest soit résolue de manière durable et pour qu'il y ait absolument un consensus autour du code électoral pour éviter à l'avenir toutes ces contestations qui ont cours depuis quelques scrutins déjà. Votre avis là-dessus? Yeah, sure. I think that Serge Leng, Professor Maurice Kamto is correct. It's correct because if we want to judge the past elections, you're going to notice that we've not had elections as per elections in the Northwest and the Southwest. That's the truth we should tell people. If we want to give an example, we'll give an example like Kambe Center. In Kambe Center, during the parliamentary elections,
it was just Ngala Jerat alone because Awudumbaya didn't go for the elections. You now discover in SGF. You now discover it's the same case in other areas in the Northwest as well as the Southwest. So I think that Professor Maurice Kamto is looking at a situation whereby a country, I want to put it at the level of the CPDM, you discover that the CPDM has a machinery, which I think Professor Maurice Kamto has understood. Because if you look at the National Assembly as of now, there is nothing that can come out of the National Assembly. Why am I saying so? You cannot have a National Assembly whereby the second party of the opposition at the National Assembly, which as of now is the UNDP, has just 7 parliamentarians. Non, même pas un groupe parlementaire. No. What does 7? The SDF has 5. Now, when you look at 7, 5, 5, 2, 3, what can this group of persons, even if they were to oppose the 100 and plus that the CPDM has, it means that we're going to have a kind of a system that is a CPDM, till when the CPDM gets tired. So I think that at that level, the professor is correct. He's correct on 2 things. First of all, because at the level of the Northwest and the Southwest, some of us have been there when the Anglophone crisis started in 2016. Let us be honest. Elections have not held. There were no elections in Kumbu. That is the truth. There were no elections in Kumbu. That is why one of those who has been appointed to head the reconstruction committee, Mayor John Donatus, comes from Kumbu. He had left his area, and this is a man who had, the SDF had headed Kumbu for so many years. But given the tension, he said, I will not stand for elections. It was the same case in other areas like in the Southwest. There were no elections in areas like Memphis and Shaleng. There were no elections in Ekona. There were no elections in Moyoka. There were no elections in Balangi. There were no elections in Idiki. Little elections in Ako. Little elections in Genakuma. Now, when you look at all these villages, there is somebody who maybe wanted Shaleng to be president, for instance, and that person cannot express his right. Another aspect is the fact that says before the elections, let me take the twin elections for instance, that held in February, you will discover that because of the Anglophone crisis and the fact that a call had come from the diaspora that people should not vote, a majority of Anglophones had left those areas. There is still a LECAM laws that says that you must vote only where you registered. I'll give you an example of an area where I master like my 16 here in Boya. All the inhabitants of my 16 are living in Susa. Susa is a stone throw. I see them every day. Who voted in my 16? It means that you have people who rule people who were not voted. That is why at that level, I think that the professor is correct. Donc les populations ne sont pas rentrées à my 16 pour voter. People did not. How many people voted? I'm saying things I know. That is why we remember that session when we are here. We used to say things, and later on, since we have a government that is sleeping, we have a government that is there for its self-interest. That is why you have a government that is willing to give 4 billion francs for parliamentarians to buy cars, but gives 1 billion for people to buy face masks and hand sanitizers. It tells you that Professor Maurice Kamto, I'm not a militant of the MRC, that's what I should tell people, but I think that he is correct. He is correct because if you look at the regime in place, first, there are no people as of now in the Northwest and the Southwest that can muster the courage to go vote. Secondly, the legislative vote laws. Now, when you look at the legislative that we have in Cameroon, the National Assembly, it is the CPDM. And given that we know how people are voted in the CPDM, there is nothing we expect from the National Assembly. I'll give you 2 examples. One, we saw what happened here in Douala when they were to do the elections of the super mayor. We saw what happened during with Mbassa Rojedine and Lenge Malapa. It tells you that the CPDM chooses its leaders. And if the CPDM chooses its leaders, those leaders cannot go contrary. The CPDM at the National Assembly has more than 135 parliamentarians. Serge. The National Assembly, maybe I should tell somebody who is in primary school, that the National Assembly in Cameroon has 180 parliamentarians. If 140 comes from one political party called the CPDM, it means that if you give the remaining 40, it is what we call in English a landslide victory. It means that the laws we are going to have in Cameroon, if the president, for instance, probably gives a law at the National Assembly, that in case of his resignation or in case of his death, because it's the constitution, we remember how Ijo passed that part like he was saying, if the president gives something at the National Assembly, that there should be a law, that in case of his death, resignation or incapacity, it should be his son. And that bill goes to the National Assembly. Obviously, the CPDM parliamentarians that have an absolute majority will go in for that bill. I think that is a danger that Professor Maurice Kamto, like Prince Mokage, like many Cameroonians, are afraid of. If we do not
look into Cameroon and restructure Cameroon. I've told many people who want to listen that we are living in a one-party system. We don't have an opposition in Cameroon. Because you cannot have an opposition in a country whereby, in which country in the world does the second at the National Assembly follow 7 parliamentarians? In which country? It's only in Cameroon. No. In which country? No, not true. Which country? Benin. Benin. Avec combien de députés? Only one. One. The National Assembly has something. What I'm saying is that in Benin, there is only one, how do you call it? Parliament. One opposition. Yes. The CPDM will always, normally, the CPDM will always have ways, but Benin will normally be a small town in Cameroon, so you cannot take Cameroon. Okay, Benin is not, Cameroon has 10 big regions. And so let us be honest, I've always said this thing. It is quite regrettably that I came a bit late for the program, because I had a lot of things to pour. I want to say honestly that if we are saying today, because I remember one of the first subjects we touched was back to school. If we are saying today that Northwest and the Southwest, let me tell you, sir, you cannot be doing one thing and expecting different results. No. The government, the Bias regime started with a failed national dialogue. They went to a failed special status. They will send Christian Cardinal to me and Kia to the Northwest and the Southwest to sensitize people on the special status. It failed. Now the government is putting in billions of francs CFA to be headed by 2 people, Paul Tasson and John Donatus, to go and reconstruct. You cannot reconstruct when there is still fire. You only reconstruct when the fire has died. As of now, let the president quench the fire in the Northwest and the Southwest before you can reconstruct. And more to that, Sesh, I want to say that Professor Maurice Kamto is correct. Like I said before, I'm not a militant of that party, but the truth remains that in this country, we do not have an opposition. We have one-party system in Cameroon, and it is the CPDM. Ok, voilà. Vous voulez réagir, non, c'est que Maître je suis un peu embêté. Je suis embêté parce que j'ai l'impression qu'on refuse de comprendre. Nous sommes dans un système où, au niveau de l'Assemblée nationale, que le RDPC est 60 combien, la moitié de 180 combien 90, 91 votants, ils feront passer leur loi. Donc ça ne sert à rien de penser que, parce qu'il y a 190, ou même s'il y a 180, 178, même s'il y a seulement 2 d'opposition, même s'il y a 80 membres de l'opposition, sauf dans certains cas, où la loi prévoit qu'il y a une certaine majorité qualifiée, le RDP, la majorité passe. C'est pour cette raison que même aux États-Unis, laissez-moi parler, monsieur, en France, partout où il y a les partis au pouvoir et à l'opposition, ces partis font passer leur loi, parce qu'il y a ce qu'on appelle, d'une manière générale, ce qu'on appelle la discipline du parti. Il peut arriver qu'il y ait des dissidents. Parfois, il y a des marchandages au niveau des députés qui veulent peut-être aller vers l'opposition et autres. Donc, cessez de dire aux gens que le RDPC, qu'il n'y aurait pas de démocratie, tout simplement parce que le RDPC est majoritaire. Je vous dis donc que le RDPC est sur 180 des députés, 91, ils peuvent gérer le Cameroun. C'est ce que la loi dit. Donc, ça ne sert à rien de continuer à dire qu'il y a ceci. La deuxième chose que je dis, je vous ai donné tout à l'heure des conflits en Afrique. Il y en a également en Europe. La France avec les Basques. La France avec la Nouvelle-Calédonie. Il y a élection récemment, là, il doit y avoir l'élection de Nouvelle-Calédonie avec les Kanaks et autres. Où il y a même eu la prise d'armes avec Tshibao, Jean-Marie Tshibao et autres. En 1989. En 1989. C'est-à-dire que même dans ces pays-là, où il y a la démocratie est ancrée, c'est le gouvernement qui est en place qui gère. L'opposition est là pour faire des contre-propositions, pour critiquer le gouvernement s'il le veut, ou dans le cas, comme là, il y a le Covid-19, s'associer au gouvernement pour faire évoluer. Mais cessez de faire croire aux gens que lorsqu'on va crier fortement, tout va changer. Non, ça se passe à l'Assemblée nationale. Si vous n'êtes pas là-bas, vous pouvez parler dehors, vous n'influencerez jamais ce qui se passe là-bas. Je voudrais dire également, tout à l'heure je me suis un peu égaré en parlant du nord ou du sud-ouest, en parlant des autres. Les conflits, personne ne sait quand les conflits finissent. Donc si on part donc de la logique, qu'il faut attendre que lorsque le nord ou le sud va finir, même dans 10 ans, dans 20 ans, il n'y aura pas élection. Le professeur Kamto a dit à ses militants de commencer à s'inscrire sur la liste électorale. Ça veut dire que lui-même,
est prêt à aller aux élections. Sinon, il ne dirait pas aujourd'hui, après que Cabral ait parlé disant que l'élection n'est pas une panacée, où elle a été insultée, traitée dans la boue. Aujourd'hui, on est en train de le rejoindre en disant il faut aller s'inscrire sans qu'on ait changé le code électoral. C'est ça qu'on appelle le réalisme politique. C'est-à-dire que au lieu d'être là à dire le code est mauvais, puisque ce code-là, avec ce code en 2013, les gens sont allés aux élections. En 2018, le professeur Kamto y est allé, il a dit qu'il a gagné les élections avec ce code-là. C'est-à-dire que je veux dire, aujourd'hui, ce qui est important, et je me rappelle, par rapport au Nord, au Sud-Ouest, c'est ce qu'il avait dit. Il avait dit que tout ce qu'il va aller aux élections après que le président Biya ait convoqué le corps électoral. Parce que ceux qui ne vont pas aux élections, les absents ont toujours tort. Et qui va aux élections pour pouvoir influer sur la marche du Nord-Ouest, sur le conflit du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Le fait qu'il ait changé 2 semaines le jour de la clôture des dépôts de dette ne change rien fondamentalement à ce qu'il a dit qu'il était censé. Donc ce que je voudrais donc dire, et je terminerai par là, il n'y a pas de quota de participation aux élections. C'est-à-dire quoi? Je veux dire que nous sommes dans un système représentatif. Nous sommes 26 millions de Camerounais, à peu près. Il n'y a pas 5 ou 8 qui vont voter. Ceux qui votent, c'est ceux que la loi a prévu qu'ils doivent voter. C'est-à-dire, il y a un âge pour aller voter. Oui. Il y a des conditions qui sont réunies. Il y a ceux qui sont inscrits au Cameroun, il n'y a pas une interdiction, il n'y a pas une obligation d'aller voter. Il n'y a pas un taux de pourcentage que si vous n'avez pas, on va considérer que vous êtes mal élu, etc. Donc, dès que vous intégrez cela, ça ne sert à rien de dire je ne vais pas aux élections, sachant que même si sur 100 personnes, 2 seulement vont voter, ces élections seront valables. C'est ce que je voudrais dire. Donc, au lieu de... Vous avez le droit de critiquer le gouvernement, de l'insulter. Moi, je dis, le gouvernement, c'est les êtres humains. Ils peuvent ne pas être parfaits. Mais dites la vérité aux gens. Dites-leur qu'en réalité, nous sommes dans un système qui veut que c'est la majorité qui gouverne. Cette majorité est là. Elle est du RDPC. Et c'est un fait. Vous ne pouvez donc pas imposer au RDPC de changer les lois comme vous voulez. La Constitution peut être changée par le référendum. On peut le faire. Tout comme le président peut choisir de passer par l'Assemblée nationale, il sera dans la loi. C'est ce que la loi dit. Aussi simple que ça. Dès lors qu'on est acquis que c'est ce que la loi dit, est-ce qu'on a violé la loi en y allant? Partez-vous à travers les campagnes que vous faites, pour que lorsque les élections auront lieu dans 5 ans, comme c'est prévu, vous gagnez la confiance des Camerounais. Puisque vous êtes allé dans cette élection en disant que vous avez gagné, ça veut dire que ce code-là, vous le connaissez. Moi, le débat sur le code, je l'ai suffisamment évoqué ici. Je l'ai suffisamment évoqué, je ne vais plus y revenir. Si vous estimez que le code n'est pas bon, faites ce qu'on appelle majorité critique. Une masse critique qui vous permettrait peut-être de faire changer les choses. Mais en attendant, c'est pas devant l'Assemblée nationale que cela se passe. Joël Mokage, le professeur s'accroche toujours sur le conflit dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Il faut résoudre ça d'abord. Serge, the truth is, we are living in a country... Et ça, c'est même depuis Joshua aussi, on l'a vu devant le Conseil constitutionnel, il dit que le Nord-Ouest et le Sud-Ouest n'avaient pas voté. Voilà pourquoi il a obtenu le SDF. Lui, en tant que candidat du SDF, a obtenu ce score-là. Sure. The truth is, I always tell people, those who want to listen, that there were no elections in the Northwest and the Southwest. We had CPDM people who fabricated their people from Yaoundé and came and imposed on the people in the Northwest and the Southwest. That is why you have the same people who are parliamentarians being the same parliamentarians. Says, if you've had the opportunity to have gone down maybe to villages like Kambe, to Akko, to Misaje, to Chongi, to places like Manfe, Akwaya, Mabunji, you will discover that some of us just stay. That's what I used to say every day. The truth is this. If the president loves the Englishman, because as of now, the Englishman has been relegated to the bottom. That is why you have a country where the military, or rather the president comes to accept that the military was responsible for the havoc that occurred in Garube to today who have not heard the feedback. Let us be very honest. It is high time that this government in Yaoundé considered the positions of the Anglophones. Why? Because the Constitution says, and it's clear, the professor will agree with me, that the second personality in Cameroon after the president is supposed to be the prime minister, as per what we agreed in Fumban. But if today the second personality is the president of the Senate, the third is that of the National Assembly, and the Englishman has been relegated to the fifth position, then those who are saying that there is cause for the Englishman to rethink, they are perfectly correct. Okay.
Merci Prince Joël Mokage, malgré le retard. Voilà, prochaine fois, j'espère que vous serez à l'heure. Voilà. Merci Maître Joseph-Claude Bilega d'être venu une fois de plus. Oui, merci de m'avoir invité. Moi, ce que je voudrais dire en réalité, c'est que ce que mon copanéliste dit par rapport au système anglophone, tout à l'heure, on n'était pas là, nous allons longuement parler. Oui. Nous avons dit qu'effectivement, il y a des problèmes qui étaient au nord, sur le nord, au nord, au sud-ouest, mais qui ont été solutionnés. Peut-être qu'on peut s'améliorer. Voilà. Je voudrais quand même terminer en disant ceci. Tout à l'heure, je l'ai dit. En République démocratique du Congo, il y a eu des régions entières, des provinces entières qui n'ont pas voté le président. C'est ce qu'il dit. Il n'y avait pas eu élection là-bas. Voilà. Merci à Raoul Lemopi depuis Yaoundé. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition et qui nous sera rendez-vous demain lorsqu'il sera 19h pour un autre numéro. Bonsoir Nanga et Boko.